Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le général et les menottes, le jour où le Pentagone a répondu. Dans les rues paisibles de Springdale, une banlieue résidentielle cossue située à une trentaine de kilomètres de Washington DC, la nature semblait encore endormie sous les doux rayons d'un soleil printanier. Les cerisiers en fleurs bordaient les trottoirs, laissant tomber leurs pétales roses comme une pluie silencieuse. Les pelouses, parfaitement taillées, reflétaient l'ordre apparent d'un monde privilégié, où les clôtures blanches symbolisaient un idéal de paix, mais masquaient à peine les fractures invisibles de la société. Sous cette apparente tranquillité, un malaise profond persistait, un malaise ancien, enraciné dans l'histoire, celui des regards soupçonneux posés sur les visages noirs dans des quartiers, trop blancs, des silences gênés dans les assemblées de quartier, des préjugés hérités transmis comme des habitudes. C'est dans ce décor trompeusement serein que roulait le général Charles Everett. Âgé de 58 ans, cet homme imposant portait son uniforme de cérémonie avec une élégance sobre. Sa posture droite, presque royale, trahissait des décennies de discipline militaire. Vétéran de 2 guerres, diplômé de West Point, il avait servi son pays avec une loyauté inébranlable. Sur son torse, les décorations militaires brillaient à la lumière du matin, mais c'est surtout l'éclat de ses 4 étoiles de général sur ses épaulettes qui attirait l'attention, un symbole rare, synonyme de respect et de pouvoir dans toute la hiérarchie militaire. Il venait de quitter un petit déjeuner confidentiel à l'hôtel Four Seasons avec le sénateur Elijah Brooke, une figure montante du Congrès. Ensemble, ils avaient discuté de réformes profondes concernant le soutien psychologique des anciens combattants. Charles avait quitté la salle d'un pas tranquille, salué le personnel avec chaleur, et monté dans sa berline noire, une Lincoln officielle immatriculée, DEF USA, véhicule réservé aux hauts gradés. Le général se rendait à la base militaire de Fort Ashton, où il devait prononcer un discours attendu sur le leadership éthique en temps de crise devant des officiers de tout grade. Il roulait à vitesse modérée, profitant d'un rare moment de calme, la main gauche sur le volant, l'autre feuilletant machinalement quelques notes posées sur le siège passager. Mais à quelques pâtés de maison seulement de la base, alors qu'il ralentissait à un feu clignotant, une voiture de police banalisée, un SUV Ford blanc sans marquage apparent, surgit soudainement derrière lui. Sirène hurlante. Gyrophare rouge et bleu. Un ordre brutal via haut-parleur. Le conducteur du véhicule noir, immobilisez-vous immédiatement. Coupez le moteur et sortez les mains en l'air. Pris de court, le général obtempéra immédiatement. Il gara le véhicule sur le bas-côté, coupa le contact et resta assis calmement, les mains bien visibles sur le volant. Il regarda dans son rétroviseur et vit 2 silhouettes descendre précipitamment du véhicule de police. L'un d'eux, l'officier Travis Hargrove, la quarantaine passée, grand, visage dur, crâne rasé, descendit le premier. Vétéran du service, il était connu pour son comportement agressif lors des contrôles, et plusieurs plaintes pour usage excessif de la force dormaient dans les tiroirs du commissariat. Il avançait avec une assurance brutale, la main déjà posée sur son arme. Derrière lui se tenait l'agent Mark Riley, 36 ans, plus jeune, plus hésitant, les yeux fuyants. Il était nouveau dans le district et encore impressionné par l'aura de son coéquipier, qu'il suivait en toutes choses sans oser remettre en question ses ordres. Ils avaient, disait-il, reçu une alerte radio sur un homme noir vêtu d'un uniforme militaire suspect, circulant dans un véhicule gouvernemental signalé volé. L'information venait d'un appel anonyme, sans preuve, sans plaque précise, juste un stéréotype déguisé en signalement. Mais dans leur esprit déjà biaisé, cela suffisait. Et devant eux, il y avait exactement cela, un homme noir, en uniforme d'apparat, au volant d'un véhicule officiel. Ils n'ont pas vu les 4 étoiles, ni les médailles. Ils ont vu la peau. La prestance leur paraissait suspecte. L'élégance ? Trop parfaite. Le regard calme ? Arrogant. Il ne collait pas à l'image qu'ils se faisaient de l'autorité. Pour eux, il n'y avait qu'une possibilité, fraudeur, imposteur, danger. Le général Everett, pourtant sans méfiance, sentit soudain la tension s'épaissir dans l'air. Il connaissait ce regard, ces postures. Il les avait vus 100 fois à travers le monde, mais pas toujours sur son propre sol. Il allait vivre, à ce moment précis,
une collision frontale entre son statut d'officier supérieur et sa réalité d'homme noir en Amérique. Sans laisser au général la moindre chance de parler ou de tendre ses papiers, les deux policiers bondirent hors de leur véhicule, armes dégainées, posture de combat, regard chargé d'adrénaline et de méfiance. « Sortez du véhicule !» Immédiatement. Main en l'air, hurla Hargrove, la voix tendue, plus par l'ego que par un danger réel. Le cri fendit l'air comme une détonation, attirant déjà quelques regards depuis les fenêtres ouvertes des maisons environnantes. Des joggeurs ralentirent, des passants s'arrêtèrent, incrédules. Il ne s'agissait visiblement pas d'un bandit en fuite, mais d'un homme en uniforme militaire complet, descendu calmement de sa voiture. Le général Everett, visage figé, fronça légèrement les sourcils. Il n'était ni paniqué ni agressif. Il avait connu des terrains bien plus hostiles, des embuscades réelles, des décisions de vie ou de mort sous le feu ennemi. Mais cette situation, ici, dans un quartier paisible de Virginie, avait une autre gravité. Une gravité plus sourde. La gravité d'une humiliation injustifiée. D'une mise en doute de son humanité. Il ouvrit lentement la portière de sa Lincoln, leva les mains, et descendit prudemment. « Je suis le général Charles Everett, matricule 009, GE. Vous faites erreur. Voici mon insigne. » Il porta la main vers sa poitrine pour montrer la plaque métallique gravée à son nom, mais à peine eut-il bougé qu'Hargrove avança brusquement, tandis que Riley, nerveux, pointait son arme vers la tête du général, les mains tremblantes. « À genoux, hurla Riley, sa voix montant dans les aigus. Il ne savait plus si c'était de la peur ou de la confusion. Un silence pesant tomba pendant une fraction de seconde. Everett, dans ce laps de temps, observa tout, la sueur sur le front de Riley, la rage contenue dans les yeux de Hargrove, et surtout l'absence totale d'écoute. Rien de ce qu'il dirait ne serait entendu. Alors, avec un calme presque dérangeant, il se mit lentement à genoux sur le bitume tiède, les mains toujours levées. « Je coopère, officier. Mais vous êtes en train de commettre une erreur que vous regretterez profondément. » Mais cette phrase ne fit qu'aggraver l'arrogance d'Hargrove. En quelques secondes, le général Everett fut plaqué au sol avec une violence inutile. Son visage frôla l'asphalte, ses poignets tordus brutalement dans son dos, le métal froid des menottes se refermant avec un claquement sec. Sa casquette glissa sur le trottoir. Ses médailles tintaient, déplacées et écrasées par le poids des corps qui le maintenaient au sol. Son badge militaire, arraché de sa poitrine, fut jeté négligemment au sol. Il glissa jusqu'au caniveau. Des passants s'étaient désormais agglutinés sur le trottoir. Parmi eux, une femme, la cinquantaine, en robe de sport et téléphone à la main, filmait la scène en direct. « Ce n'est pas un voleur, c'est un général », cria-t-elle, hors d'elle. Une vieille dame, en peignoir, sortit sur son perron et observa avec horreur. Un adolescent souffla. « C'est ça, l'Amérique ? Même les généraux noirs se font traiter comme des criminels ? » Mais Hargrove, imperturbable, ricana, en toisant la foule d'un regard froid. « Un général noir en voiture de fonction ? Bien sûr. Et moi, je suis le président. » Son rire creux résonna dans la rue, plus glaçant que moqueur. Il se redressa, épousseta son uniforme de police comme s'il venait d'accomplir un acte glorieux. Alors qu'il le maintenait au sol, le souffle court et les mains liées dans le dos, le général Everett garda un calme presque surnaturel. Malgré l'humiliation, la douleur sourde au poignet et l'écrasement de son uniforme sur le bitume, il leva lentement la tête vers ses geôliers. « Puis-je faire un appel ? Vous comprendrez rapidement. » Sa voix, ferme mais posée, résonna avec une autorité naturelle, qui semblait soudain redessiner les frontières de la situation. L'agent Riley échangea un regard hésitant avec Hargrove. L'angoisse et le doute traversaient ses traits. Il n'était pas sûr que cet homme soit un simple suspect, mais l'idée d'intervenir contre un gradé de cette envergure lui semblait irréelle. Pourtant, Hargrove secoua la tête avec entêtement, refusant catégoriquement. « Non. Pas question. Restez où vous êtes. » Mais les passants, désormais nombreux, observaient silencieusement. Des murmures s'élevaient. La femme qui filmait sur le trottoir semblait prête à transmettre la vidéo en direct sur les réseaux sociaux. L'effet boule de neige s'annonçait inévitable. Sentant que la pression montait,
et calculant la possibilité de changer le cours des événements, Hargrove relâcha finalement son emprise d'un mouvement brusque. Faites l'appel, mais dépêchez-vous. Avec une lenteur mesurée, Charles Everett posa ses poignets menottés sur ses genoux, cherchant dans sa poche intérieure une fine carte. Il la sortit avec précaution et la tendit à Riley. Voici le numéro direct du bureau du secrétaire à la Défense. Un silence tendu s'installa alors qu'Everett, d'une voix claire et déterminée, dicta le numéro à haute voix. Chaque syllabe semblait cliqueter comme un ordre. Bureau du secrétaire à la Défense, colonel Simmons à l'appareil. Simmons, ici le général Charles Everett. Je suis actuellement détenu, menotté, au sol, par 2 agents du Springdale Police Department. Je vous laisse gérer. Un instant de silence, lourd comme un couperet. Bien reçu, mon général. Ne bougez pas. Nous envoyons du renfort immédiatement. À peine 6 minutes s'écoulèrent. Un grondement de moteur fit vibrer le bitume. Une flotte de véhicules noirs et blindés fit éruption dans la rue. 2 SUV massifs estampillés, police militaire, et plusieurs berlines aux plaques fédérales se rangèrent en ordre de bataille. Des agents fédéraux, impeccablement vêtus, armés et déterminés, descendirent rapidement, déployant une aura d'autorité incontestable. Ils exhibèrent leurs badges, faisant taire d'un coup le murmure de la foule. Lâchez cet homme immédiatement. Il s'agit du général Charles Everett. Le regard des policiers de Springdale s'agrandit, puis pâlit. La confrontation leur échappait. Hargrove balbutia, cherchant désespérément à justifier ses actes. Mais, il correspondait au signalement. Un agent fédéral, visage dur et expression glaciale, le foudroya du regard. Vous venez d'agresser l'un des plus hauts gradés de l'armée américaine. Préparez-vous à répondre de vos actes. À cet instant, le poids de la réalité s'abattit sur les 2 policiers. Ils n'étaient plus maîtres du jeu. La chaîne de commandement militaire venait de rappeler avec force que certains hommes ne pouvaient être traités avec autant de légèreté, surtout pas un général. Le général Everett se releva lentement, sans brusquerie, comme s'il donnait à ce moment toute la gravité qu'il méritait. Le silence s'était installé autour de lui, épais et respectueux. Même les oiseaux semblaient s'être tus. Le bitume avait laissé une marque sombre sur son pantalon impeccablement repassé. Son épaule droite, froissée, portait encore la trace de la main brutale qu'il avait plaquée au sol. Mais son regard, lui, était clair. Implacable. Lucide. Il s'épongea le front avec un mouchoir en soie blanche, sorti calmement de la poche intérieure de sa veste. Puis il s'accroupit avec dignité, ramassa son insigne étoilé, le caressa du pouce un instant, et le fixa de nouveau sur sa poitrine. Ce geste, simple mais puissant, semblait dire « Je suis debout. Je suis toujours là. Et vous ne m'avez rien enlevé. » Il se tourna alors vers les 2 policiers figés, livides, incapables de parler. Il les regarda droit dans les yeux, sans colère apparente, mais avec une fermeté qui transperçait. « Ce n'est pas la première fois que je suis pris pour un criminel. Mais ce sera la dernière fois que vous arrêterez un homme à cause de sa couleur de peau. » Ces mots, captés par plusieurs téléphones en train d'enregistrer, allaient devenir une phrase historique. Quelques heures plus tard, la vidéo était partout. Sur YouTube, sur les chaînes d'information, sur les réseaux sociaux. Le visage du général, calme, debout face à l'humiliation, contrastait violemment avec les gestes brutaux de ses agresseurs. En moins de 24 heures, le hashtag Général Everett devint viral, trending dans plus de 30 pays. Des anciens soldats, des artistes, des juges, des enseignants, des jeunes noirs de tout le pays partagèrent la vidéo en écrivant. Voilà ce qu'on subit, même après avoir tout donné. Le président des États-Unis en personne appela le général Everett le lendemain matin. D'après les sources, la conversation fut sobre, solennelle. Le chef d'État présenta des excuses officielles, au nom de la nation, et promit qu'une enquête indépendante serait ouverte. Les 2 policiers, Travis Hargrove et Mark Riley, furent suspendus de leurs fonctions avec effet immédiat. Le département de police de Springdale, sous pression nationale, tenta d'abord de minimiser l'affaire, évoquant une « erreur de communication ». Mais face à la déferlante médiatique et à l'intervention directe du ministère de la Justice, le dossier fut transféré devant une cour fédérale.
3 semaines plus tard, le procès s'ouvrit à Washington DC, sous les projecteurs des caméras du pays entier. Des files d'attente se formaient dès l'aube devant le palais de justice. Des vétérans en uniforme se mêlaient à des familles afro-américaines venues en solidarité. Certains portaient des pancartes. « Je suis Charles Everett. Respectez nos héros. Il faut que ça change. » Les accusations étaient graves. Usage excessif de la force. Détention arbitraire. Discrimination raciale aggravée. Insulte à un représentant des forces armées en exercice. Dans la salle d'audience comble, le général Everett témoigna sans haine, mais avec une lucidité déconcertante. Sa voix portait loin, chaque mot pesait comme un commandement. Je n'ai pas besoin que ces hommes soient détruits. Ce que je demande, c'est que cette nation ouvre enfin les yeux. Si un homme comme moi, élevé à la plus haute distinction militaire, peut être jeté au sol sans justification, alors que reste-t-il à espérer pour nos fils? Pour ceux qui n'ont ni insigne, ni uniforme, ni protection? Les mots touchèrent l'Amérique en plein cœur. Les réseaux sociaux, les chaînes de télévision, même les éditoriaux conservateurs, reconnurent l'évidence, ce procès n'était pas seulement celui de 2 policiers. C'était le procès d'un système. Les 2 agents furent reconnus coupables. Hargrove fut condamné à 5 ans de prison ferme. Riley, après avoir plaidé coupable et exprimé des remords sincères, écopa d'une peine de 2 ans avec sursis et d'une interdiction définitive d'exercer dans les forces de l'ordre. Le département de police de Springdale, quant à lui, fut mis sous tutelle fédérale pendant 1 an. Il dut présenter des excuses publiques à la télévision nationale, et fut contraint de mettre en œuvre un programme de réforme profond, formation obligatoire contre les biais raciaux, supervision externe, audit indépendant sur tous les cas de force excessive des 5 dernières années. Le général Charles Everett ne demanda ni indemnisation, ni compensation. Il ne poursuivit aucun média, ne répondit pas aux nombreuses propositions d'interviews exclusives, ni aux offres de contrats d'édition qui affluaient. Lorsqu'un célèbre animateur lui proposa un plateau en prime time pour raconter son histoire au monde entier, il déclina poliment, répondant simplement. Ce n'est pas mon histoire qui compte. C'est ce qu'elle révèle. Il continua de servir l'armée avec la même rigueur, la même discrétion. Il reprit ses tournées de conférences dans les académies militaires, parlant aux jeunes recrues non pas de son arrestation, mais de l'art de rester droit dans l'adversité, du pouvoir du calme face à l'injustice, et surtout, de la force d'un homme qui choisit l'honneur plutôt que la vengeance. Mais ce que le général n'avait pas cherché, la nation, elle, le lui offrit spontanément. Quelques mois plus tard, sous un ciel clair et vaste au-dessus de la base militaire de Fort Liberty, eut lieu une cérémonie d'une solennité rare. Militaires de haut rang, anciens combattants, jeunes recrues, responsables civils et familles de soldats s'étaient réunis pour assister à la réinauguration d'un bâtiment historique, l'ancienne salle de conférence stratégique de la base, autrefois utilisée pour des réunions de crise au plus fort des conflits en Irak et en Afghanistan. Ce jour-là, elle allait être rebaptisée officiellement. Salle Charles Everett pour la justice, l'honneur et la vérité. Le général Everett, présent, se tenait debout, droit comme un chêne, vêtu de son uniforme le plus sobre. Il n'avait pas voulu de fanfare. Mais l'armée avait insisté. Elle savait que cette salle deviendrait plus qu'un lieu, un symbole. Devant l'entrée fraîchement restaurée, une plaque de bronze fut dévoilée. Les lettres gravées y brillaient avec gravité. L'uniforme ne protège pas de l'ignorance. Mais la dignité, elle, résiste à tout. Le silence dans l'assemblée était total. Seul le bruit du vent qui passait doucement à travers les drapeaux hissés rappelait que le temps n'était pas figé. Un jeune soldat noir de 21 ans, visiblement ému, se leva spontanément et salua le général avec une main tremblante. « Général, je suis entré dans l'armée en doutant que j'y ai vraiment ma place. Aujourd'hui, grâce à vous, je n'ai plus aucun doute. » Le général hocha simplement la tête, le regard embué. Pas de discours, pas de grands moments oratoires. Son silence valait plus que tous les mots. Très vite, la salle Everett devint un lieu de référence dans les académies militaires. Chaque promotion de cadet y passait au moins une fois pour suivre une formation spéciale, commandement et intégrité sous pression. À l'entrée, les officiers instructeurs expliquaient que l'histoire du général Everett n'était pas une exception tragique, mais une vérité à méditer,
la grandeur ne se mesure pas aux étoiles qu'on porte, mais à la manière dont on les défend sans jamais en abuser. Les écoles de West Point et d'Annapolis intégrèrent un module intitulé « Leadership éthique et justice raciale », prenant exemple sur le général comme figure moderne du commandement moral. Des élèves des lycées afro-américains venaient visiter la salle chaque année, guidés par des anciens combattants. Des lettres d'enfants furent même affichées sur un mur adjacent. Merci, Général Everett. Vous nous montrez qu'on peut être noir, digne, et puissant sans jamais baisser les yeux. Je veux devenir comme vous. Pas seulement un soldat, mais un homme juste. Et ainsi, sans jamais crier, sans jamais frapper, sans jamais se venger, le général Charles Everett était devenu une légende vivante. Pas pour avoir commandé des troupes au combat, mais pour avoir défendu, les genoux au sol, l'essence même de ce que devrait être une nation juste. Son histoire devint un repère. Un avertissement. Et surtout, un phare.